Alors, pour faire suite à la vidéo numéro 32, là, que j'ai faite sur... enfin, la numéro 32, t'as qu'à regarder la numéro 32, là, c'est la numéro 33. Je vais développer la question de la situation professionnelle euh, en France aujourd'hui. Alors, on le sait, il y a eu des articles qui ont été publiés, une enquête qui a été faite récemment, il y a peut-être ça a été diffusé sur les médias mainstream, il y a 1 ou 2 mois, sur le mal-être des salariés, le mal-être au travail des salariés. Et je pense que les fonctionnaires étaient intégrés dans cette enquête, je suppose. Je ne sais plus, je me souviens plus des détails. Mais il s'est avéré, ouais, il s'est avéré que beaucoup, un nombre incroyable de gens se sentent mal au travail, se sentent maltraités, se sentent non considérés ou mal considérés et ne sont pas bien dans leur travail. Moi, je me suis aperçue qu'il y avait une dérive dans cette société, c'était il y a à peu près une douzaine d'années. Alors, je sors pas de mon bureau, entre guillemets, hein, mais j'ai mon petit bureau perdu dans un tout petit village en Limousin. C'est une fenêtre sur la société, et grâce aux gens que je rencontre, en fait, et à comment ils témoignent de leur vie. Et il y a une douzaine d'années, je me suis aperçue qu'il y avait une dérive dans cette société. Et je me suis dit, là, il y a un problème. On est en train de basculer dans une société qui va être noyautée à plusieurs niveaux, que ce soit au plus haut niveau politique, donc au niveau d'élus, tout niveau, mais également au niveau des entreprises, au niveau du privé, au niveau des institutions publiques, des structures institutionnelles. On voit une espèce de gangrène qui se met en place, et ça je l'ai constaté il y a déjà une douzaine d'années, une gangrène qui se met en place dans cette société avec des pathos qui se cooptent les uns les autres pour justifier leur posture, leur position, leur place et leur mode de fonctionnement. Un gros pathos a besoin d'un moyen pathos qui a besoin d'un plus petit pathos. En termes de plus petit, c'est plus en termes de hiérarchie que je l'entends. Pour pouvoir organiser une société de pathos. Qu'est-ce que j'appelle pathos ? Voilà, c'est mon mot à moi pour mettre dans ce sac tout un tas de gens, de personnalités dysfonctionnelles, perverses, manipulatrices, voire psychopathes. Et ça, je m'en suis aperçue il y a 12 ans. Ça, j'ai constaté les prémices, je me dis, ça va gagner comme une gangrène. Il va y en avoir de plus en plus, ils sont en train de se coopter eux-mêmes. C'est pas une conspiration, hein, c'est pas un truc comme ça. C'est pas ce que je veux dire. C'est simplement que ils s'attirent les uns les autres pour diriger des structures, pour diriger des institutions, des organisations. Et comme c'est le fonctionnement qu'ils veulent, eh bien, ils vont nécessairement embaucher à des postes clés des individus qui valident ce type de management, qui est de la merde. Hein. Toutes les études ont montré que c'est pas en terrorisant les gens que tu vas les rendre efficaces, c'est vraiment même contre-productif. On sait que les pervers on va dire pervers narcissiques, enfin les dysfonctionnels de ce type coûtent, je crois, dans l'article, j'avais un article il y a une douzaine d'années, c'était publié dans l'Express, un article sur les pervers narcissiques au travail. Ils estimaient à l'époque que ce type d'individu coûtait à peu près 100 000 euros à l'entreprise chaque année. Hein. C'est des gens, ils coûtent une blinde. Ils font perdre énormément d'argent aux entreprises, ils démolissent tout. Et pourtant, ils sont choisis. C'est extraordinaire, hein, c'est fantastique. Mais bon, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en France aujourd'hui. On a quand même des spécialistes de la destruction de tout, hein, au niveau social, économique, financier, écologique, tout. Voilà, tout. Voilà, scientifique aussi, scientifique bien sûr. Voilà. Et ça, je m'en suis aperçue il y a une douzaine d'années. Et justement, je tombe un jour, il y a une douzaine d'années, donc sur un article de l'Express. J'achète ce magazine parce qu'en couverture, il faisait donc tout un reportage sur les pervers narcissiques au travail.
dans la société. Et donc j'ai acheté le magazine et je l'ai gardé. Je l'ai gardé parce que je me suis dit, je suis pas la seule à m'apercevoir qu'il y a un truc qui va pas et qu'on est en train de basculer dans une société de pervers. Et on le voit aujourd'hui, moi je le constate par les témoignages de mes clients, parce que c'est l'avantage de mon boulot, c'est que j'ai des clients qui viennent de tous les horizons, de grandes entreprises, de grandes institutions, de petites entreprises, j'ai des indépendants, j'ai des paysans, j'ai des gens de la fonction publique, tout type de fonction publique, tout type de poste. Y compris des gens qui ont des statuts, qui sont des cadres supérieurs, hein, mais qui ne valident pas du tout ce genre de pratiques et qui sont extrêmement mal dans leurs entreprises ou leurs institutions ou leurs structures. Et c'est eux qui témoignent, c'est eux qui me donnent des informations sur le terrain, hein, en provenance du terrain. Donc c'est du concret. Hein. C'est du concret. Alors, tous les gens que je reçois, bien entendu, ne sont pas mal au travail. Hein. Moi, c'est une des premières questions que je pose aux gens quand ils viennent me voir et qu'on ne se connaît pas, c'est comment ça va dans votre travail? Et je suis super contente quand j'entends « Ah ouais, super, j'adore, je me sens bien. » Ah, ça fait plaisir, ça. Parce que c'est pas souvent quand même. Hein. Mais quand même, il y en a. Et donc, par rapport à ces situations, alors, il faut comprendre que ce type de profil de pathos, hein, je vais les appeler pathos parce que je ne peux pas identifier précisément, je ne connais pas ces gens précisément, je ne suis pas spécialiste, il faudra les analyser, il faudra que des psys qualifiés les analysent les uns après les autres, et je pense qu'un individu va être radicalement différent quand il est en collectivité et en groupe. Hein, c'est le phénomène de groupe, c'est le phénomène de la meute. Mais il y a quelque chose qui est, selon moi, c'est mon hypothèse, hein, qui caractérise ce genre d'individus, qui ont été un peu... c'est un peu un projet de société hein, de former des gens comme ça. Ça commence avec l'éducation nationale. Hein. Il y a dans les années 70, elle a changé de nom. Hein. Avant, l'éducation nationale, ça s'appelait l'instruction publique. On s'occupait d'instruire les gens, les enfants. Hein. Puis ça a basculé et on s'est dit, non, finalement, on va les éduquer. Ah, c'est intéressant hein, quand même comme projet. Hein. Moi, ça me rappelle Mao Tse-tung, hein, la révolution culturelle. Il faut éduquer les gens. Hein. Tous les systèmes totalitaires ont besoin d'éduquer les gens pour avoir des bons petits citoyens. Et on voit d'ailleurs la dégradation de ce système éducatif qui va augmenter la charge de travail toujours plus pour une qualité toujours moindre, une qualité, on va dire, d'intelligence, hein, pas une qualité d'enseignement, mais de contenu, on va dire. Hein, on est en train de former des petits soldats, on est en train de former des esclaves, hein, des enfants qui, dès le plus jeune âge, doivent apprendre à travailler, à avoir des notes, à être évalués et à être en stress et à être gavés de travail, même pendant les vacances scolaires, alors que notre cerveau, il a besoin de pause. Et surtout, cette éducation nationale a totalement, en France en tout cas, a totalement éradiqué toutes les matières de type culture, pour moi, enfin c'est de la culture, c'est pour tout le monde d'ailleurs, qu'elle considère comme étant du loisir. Hein. Donc il n'y a pas de pratique artistique, ça n'existe pas, c'est anecdotique. Il n'y a pas d'histoire de l'art, il n'y a pas d'histoire de la musique, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'art plastique, ou très peu, c'est ridicule ce qu'il y a comme art plastique. On ne fait pas de danse, on ne fait pas de théâtre, on ne fait pas d'improvisation théâtrale, alors que c'est fondamental. On ne fait pas de sculpture, enfin, je veux dire, les arts sont fondamentaux. Pourquoi? Pour développer la créativité. Et la créativité, c'est mon cortex droit, hein, c'est mon hémisphère droit, mon intuition, ma créativité. L'éducation nationale ne focalise que sur une seule chose, la logique, une forme de rationnel, on va dire une forme de rationnel, et l'apprentissage par cœur.
de monceaux de machins qui parfois ne servent à rien. Je dis pas que tout est nul, mais il y a beaucoup de trucs nuls, beaucoup de trucs qui servent à rien. On gave l'oie, il faut gaver, gaver, gaver jusqu'à saturation. Donc évidemment, on a énormément de décrocheurs. On va avoir énormément d'enfants et de jeunes qui ne sont pas adaptés à ce système parce que leur pensée est différente. Euh, et, euh, et donc ça commence déjà, on va fabriquer des normatifs, des individus qui apprennent tout par cœur, qui remettent rien en question, qui n'utilisent pas le sens critique parce qu'on ne leur a pas appris, c'est pas le projet. Le projet, c'est tu restitues ce que tu as appris. Je veux voir comment tu as appris. Hein. Et les professeurs, il faut voir l'enseignement des professeurs. Moi, j'avais discuté avec une personne que je connaissais qui avait réussi l'examen du CAPES, et donc je lui ai dit, waouh, super, et donc là, maintenant, tu vas suivre une formation en psychologie, en pédagogie. Ah non, non, pas du tout de suite, on y va. On a juste été sélectionné sur comment on a bien appris sa leçon. Hein, en histoire et en français, comment on a bien rebachoté, régurgité sa petite leçon, puis on peut être professeur. Ah bah c'est génial, c'est extraordinaire. C'est pas ça être professeur, c'est pas savoir sa leçon par cœur, c'est pas être capable de régurgiter, on s'en fout. On a un ordinateur, il fait ça mieux que toi, il y a des super vidéos bien meilleures que toi, bien meilleures que toi. Donc toi, qu'est-ce que c'est ton apport? Bah, c'est le talent du professeur, c'est ce qui fait qu'un professeur est un professeur. Ça, c'est un vrai talent. C'est un savoir-être, c'est un savoir-faire. Mais ça, on ne l'enseigne pas. Il faut que les profs, les bons profs, ils ont dû développer et apprendre tout seuls, en fait. Hein, et c'est induit, c'est inné chez eux. Il y a quelque chose de remarquable. Hein. Ils font comme ils peuvent, hein, avec ce qu'ils ont, avec un programme et une institution qui est de plus en plus brutale avec le corps professoral aussi, il faut le savoir. Hein. Donc on retrouve ça après dans l'entreprise, bien sûr. Hein. C'est exactement ce genre de profil qu'on veut. On veut des gens qui se soumettent. Et on va mettre, pour les soumettre, des capots. Hein, des capots, tout simplement. Toutes les entreprises ne sont pas comme ça. Tous les services publics ne sont pas comme ça. Alors, pour tous ceux qui se retrouvent dans des situations critiques, il faut se révolter. Il faut apprendre à ne plus se soumettre. Il faut apprendre la révolte. Il faut apprendre à exister, hein, à se rebeller. C'est fondamental. Quand j'ai un harceleur au-dessus de moi qui me maltraite et qui me ment, qui me manipule, qui ment, voilà, moi j'ai des cas comme ça où les gens, on leur ment, il faut utiliser l'humour. Le harceleur déteste l'humour. Et ça, je crois que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, c'est un de mes clients qui travaillait à Pôle emploi, anciennement Pôle emploi, qui m'avait expliqué ça. Lui, il avait vécu le harcèlement au travail. Et il avait compris que ce type de profil ne supporte pas le deuxième degré et l'humour et les prendre à la dérision. Et c'est comme ça qu'il s'en était sorti. Et du coup, dans son boulot de conseiller au Pôle emploi, eh bien, il expliquait, il aidait comme il pouvait les personnes qui avaient été victimes de ce genre de pratique. Il leur expliquait toujours l'humour, le deuxième degré, l'humour, la dérision. Faites comme si ça ne vous atteignait pas, et d'ailleurs ça ne doit pas vous atteindre, et adressez-vous à ce supérieur, on s'en fout qu'il soit votre supérieur, avec dérision. C'est comme ça qu'on s'en sort. Voilà.